Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler effectivement aujourd'hui donc de mousse biosourcée et un focus sur les avancées scientifiques et commerciales. Donc, dans un contexte où ces dernières années, il y a pu y avoir des pénuries de matière, des prix très fluctuants, les mousses, en tout cas, sont de plus en plus produites et utilisées, quelles que soient les applications. On note aussi que, à travers ces utilisations croissantes, faute de moyens de recyclage, on va dire à grande échelle, il y a de plus en plus de déchets issus de ces mousses qui partent en décharge. Donc, juste à titre indicatif, environ 220 000 tonnes de PU chaque année qui partent en décharge. Et donc, bien évidemment, aussi autour de toutes ces mousses, il y a des problématiques environnementales et sanitaires. Donc c'est pour ça, donc avec l'appui du Codifab, nous avons réalisé une veille qui va porter sur les avancées concernant les mousses, donc principalement biosourcées et notamment polyuréthane, dans le sens où c'est une mousse qui est très largement utilisée. Mais nous parlerons également du complément, on va dire, de ces mousses biosourcées, c'est le recyclage de ces mousses. Alors, je vous propose dans ce webinaire de suivre le sommaire suivant, donc parler un petit peu du contexte, reposer quelques définitions pour bien comprendre et appréhender la suite du webinaire. Nous parlerons donc des avancées scientifiques, mais également donc des solutions qui sont actuellement commercialisées et quelques solutions qui sont en cours de développement. Donc, nous avions prévu initialement la participation d'un fabricant de mousse à ce webinaire. Malheureusement, ce n'a pas été possible, mais je vous distillerai au long du webinaire les informations que j'ai pu recueillir avec les échanges avec ce fabricant. Alors, au niveau du contexte, donc, comme je vous disais, donc, on va parler de mousse biosourcée. Nous avons fait, à travers cette veille, à un moment donné, un focus, car c'est, comment dire, l'une des matières les plus utilisées, le polyuréthane. Et donc juste très brièvement quelques rappels sur cette matière. Donc le polyuréthane donc, qui a été, on va dire, utilisé en tant que plastique dès 1937, donc il y a quasiment 100 ans. Donc c'est une matière plastique qui n'est pas nouvelle. Petit rappel, mais qui aura son importance. J'imagine vous savez donc le polyuréthane. Vous avez sa formule chimique ici. En réalité, pour l'obtenir, il va falloir faire réagir deux produits différents, des diisocyanates et des polyols. Bien évidemment, ces deux produits peuvent être de différentes natures. Il y a différents types d'isocyanates, il y a différents types de polyols qui vont permettre de synthétiser des mousses polyuréthanes euh, avec des propriétés assez larges et variées. D'ailleurs, sur le marché du polyuréthane, il y a entre guillemets trois grandes familles, les mousses souples, les mousses rigides et les non-mousses. Et c'est justement en faisant varier notamment les ingrédients qu'on va pouvoir obtenir ces différentes familles de mousse, enfin de polyuréthane, pardon. Au niveau de l'utilisation, effectivement, le polyuréthane peut être utilisé dans un grand nombre de secteurs. Alors, vous m'excuserez de la date des données, mais aujourd'hui, ça a très faiblement changé. Là, c'est vraiment pour avoir un ordre de grandeur. On peut voir que, bah, par exemple, le secteur de la construction et de l'ameublement literie sont les deux plus gros secteurs utilisateurs de polyuréthane, mais on va le retrouver dans d'autres secteurs, transport, la chaussure beaucoup, l'électroménager, etc. Et donc, bah, secteur ameublement literie, effectivement, les mousses PU souples sont utilisées pour tout ce qui est confort multisecteur. Donc, ça peut être le siège, ça peut être la literie, les matelas, etc. Sur un petit focus matelas qui représente quand même une énorme production en France, on a environ tout type de matelas confondu. En gros, c'est à peu près 50% qui utilisent du polyuréthane. D'où ce focus aujourd'hui, en particulier sur le polyuréthane. D'un point de vue économique, alors le contexte n'a pas beaucoup changé depuis ces dernières années, c'est-à-dire qu'on va retrouver trois principaux fournisseurs des des composants permettant de fabriquer le polyuréthane. BASF, Dow, Covestro, donc trois acteurs vraiment extrêmement puissants et majeurs sur le marché. Juste à titre informatif, aujourd'hui la production mondiale de polyuréthane, c'est environ 26 millions de tonnes, avec une production européenne qui représente seulement 20% de ce tonnage.
Donc, à savoir, donc j'ai pas pu reprendre les chiffres passés avec, comment dire, pas utiliser les mêmes sources, mais globalement, la production a vraiment fortement augmenté. C'est-à-dire que à peu près il y a 2 ans en avant, en 2020, c'était aux alentours de 20 millions de tonnes. Et donc chaque année, aujourd'hui, on est sur une croissance qui est assez significative. Bon, au niveau économique pur, donc ce marché représente 90 milliards de dollars en 2024. Par contre, à noter, chose qu'on n'avait pas forcément comme source de données avant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve certaines sources qui précisent que, par contre, le marché des polyuréthanes biosourcés représente 3 milliards de dollars. Donc, bien évidemment, 90 milliards, 3 milliards, il y a quand même encore un grand gap. Mais en tout cas, ces chiffres maintenant sont comptabilisés. Concernant l'environnement, bah, les mousses polyuréthanes sont, en tout cas aujourd'hui, très majoritairement fabriquées à partir du pétrole. Donc, avec toutes les problématiques que ça peut entraîner, donc disponibilité limitée du pétrole, tout ce qui va être transformation du pétrole pour obtenir les ingrédients pour fabriquer la mousse, qui pose des problèmes environnementaux et sanitaires. Il y a aussi aujourd'hui au niveau environnemental une problématique qui fait suite à l'utilisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisation de ces mousses. Par contre, il existe un déséquilibre euh, entre ces gisements de mousse en fin de vie, les capacités de recyclage, mais également les débouchés de ces matières recyclées. Et à souligner également, d'un point de vue là, pour le purement sanitaire, les isocyanates sont des produits chimiques qui sont toxiques et aujourd'hui on en considère qu'ils seraient la première cause d'asthme professionnel à travers le monde. C'est un produit qui est extrêmement irritant. Donc tout ça va quand même nous pousser à essayer de regarder ce qu'on peut faire de différent. Au niveau de la fabrication des mousses, donc, on l'a dit, il y a différents composants, on va dire majoritaires, donc d'isocyanates, polyols. Par contre, comme dans toute matière plastique, il va y avoir d'autres ingrédients au-delà du polymère qui va être créé. Dans ces ingrédients supplémentaires, on va pouvoir retrouver des catalyseurs, des agents gonflants, mais également d'autres agents, par exemple agents ignifuges, dans certaines applications qui sont indispensables. Et donc, toute cette cuisine, quelque part, c'est un petit peu comme la cuisine à la maison, bah, on va avoir plein d'ingrédients différents, on va pouvoir formuler un certain nombre de mousses différentes. Alors bien évidemment, on va avoir des mousses de densité différentes. Là, on va en général plutôt jouer avec les agents gonflants. Mais comme je vous l'avais dit, il y a différents types de polyols et de diisocyanate. Et donc ça va permettre de jouer notamment sur la souplesse, la rigidité, d'autres propriétés des mousses. Dans le cas aujourd'hui des mousses, par exemple pour les matelas, l'agent gonflant le plus souvent utilisé, c'est de l'eau. Mais ce n'est pas toujours le cas et dans certains cas, ça peut permettre d'avoir d'autres propriétés. Enfin, la fabrication de ces mousses, en fait, il peut y avoir plusieurs procédés. Alors là, c'est seulement les plus répandus, mais vous pouvez avoir la fabrication de mousse polyuréthane en bloc qui va être redécoupée. On peut l'avoir en cylindre, mais également moulée à froid ou à chaud. En fait, tout ça pour dire que finalement, euh, on ne peut pas dire la mousse polyuréthane. En réalité, c'est plutôt les mousses polyuréthanes et surtout, quelles sont leurs compositions qui vont amener des propriétés différentes, mais également donc les procédés pour les obtenir. Et donc, aujourd'hui, donc ça fait plusieurs décennies que les mousses polyuréthanes sont utilisées. On a aujourd'hui principalement une source qui est donc le pétrole, qui va permettre, avec son traitement, d'obtenir, on va dire, des molécules qui sont déjà bien connues. Tout le système est, on va dire, plutôt bien organisé. On connaît bien les résultats. On sait dans quelle mesure on peut utiliser tel ou tel procédé pour les mettre en œuvre. Donc tout ça, c'est, on va dire, alors certes, il y a des avancées, mais de façon globale, ça fait quand même quelques décennies que c'est des choses qui sont très bien connues. Et donc, on verra par la suite que les choses changent un petit peu.
Je vous avais parlé au début, donc effectivement, dans le contexte, il y a cet aspect environnemental. Donc, on en reparlera par la suite, mais juste petit rappel sur aujourd'hui, vous êtes, je pense, tous concernés. Vous fabriquez un produit à partir de mousse ou d'autres composants, et donc vous avez envie de connaître son impact environnemental, hein, que ce soit pour des raisons réglementaires ou autres. En tout cas, il est fortement encouragé de connaître les impacts de nos produits. Donc, dans les bases de données qui existent aujourd'hui sur les données environnementales, alors on cite ici par exemple EcoInvent, qui est l'une des bases les plus riches aujourd'hui. Il existe des données, mais elles sont génériques, c'est-à-dire que ce n'est pas pour un produit de tel fabricant, c'est une moyenne. Bon, l'avantage de base tel que EcoInvent, c'est qu'on peut avoir le détail des flux, donc voir vraiment tous les impacts au long de la chaîne pour obtenir ce PU, depuis l'extraction de la matière première, les procédés utilisés, etc. D'autres bases, donc la base notamment empreinte de l'ADEME, donc qui est une base gratuite, euh, propose également des informations, mais là, on n'a accès que aux résultats des impacts directement. Ces données, notamment donc les données de la base EcoInvent, peuvent être utilisées dans un logiciel d'ACV. On parle ici de CIMAPRO, c'est l'un des logiciels les plus connus, mais il y en a d'autres. Et en utilisant ces données dans ces logiciels, on peut avoir accès aux impacts. Et encore une fois, ce sont des impacts calculés par rapport à une donnée, on va dire, moyenne. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter donc un certain nombre de nouvelles mousses. Sauf que là, pour l'évaluation environnementale de ces nouvelles mousses, il va falloir avoir accès à des données spécifiques à cette mousse. Vous verrez, il y a d'autres sources du coup que le pétrole. Le webinaire s'appelle biosourcé. Donc, on va utiliser autre chose que le pétrole, mais donc il va y avoir plein de sources différentes, des procédés différents, et donc tout ça, il va falloir le collecter pour pouvoir l'utiliser et avoir une évaluation environnementale qui soit représentative. J'en ai bientôt fini avec le contexte, mais malheureusement, je pense qu'il est important de reparler de certaines définitions. Alors, aujourd'hui, on parle des mousses biosourcées. Alors, le biosourcé, aujourd'hui, on le retrouve un petit peu partout, dans la littérature technique et scientifique, bien évidemment, mais aussi beaucoup dans les médias. Et parfois, certaines personnes s'y perdent un peu, ne savent pas exactement de quoi on parle. Alors, le biosourcé, par définition, c'est une matière qui est issue de la biomasse. Bon, ça ne nous fait pas trop avancer. La biomasse, ce sont tout ce qui est, toutes les matières qui sont d'origine biologique, tout ce qui va être végétaux, algues, animaux, etc., à l'exclusion de tout ce qui a été fossilisé, pétrole, charbon. Cette biomasse, il faut qu'elle soit renouvelable à l'échelle humaine. Donc pour revenir, le biosourcé, c'est quelque chose qui provient donc des végétaux, des algues, etc. Mais le problème, c'est que dans la définition, c'est précisé qu'en fait, c'est une matière biosourcée. Elle peut être entièrement biosourcée ou partiellement. Donc là, quand on parle de matière biosourcée, malheureusement, on n'aura pas toujours du 100%. J'en profite juste très rapidement parce qu'il y a des mauvais raccourcis qui sont faits liés au biosourcé, que c'est très souvent, on peut entendre que c'est biosourcé, donc c'est biodégradable, donc c'est bon pour l'environnement, etc. Alors sur la biodégradabilité, il faut bien voir que donc la biodégradabilité, c'est pouvoir une matière se décomposer par l'action de micro-organismes et en fait, il n'en résulte que de l'eau, du CO2, du CH4 et que tous ces sous-produits ne sont pas nocifs pour l'environnement. Seulement, dans le biosourcé, il y a des matières qui sont 100% biosourcées, mais qui ne sont pas biodégradables, à la star de certains plastiques dont on parlera tout à l'heure. Et pareil, la compostabilité, c'est une branche, on va dire, de la biodégradation et qui est très particulière. Alors, bon, c'est pas le sujet du webinaire, mais attention en tout cas aux mauvais raccourcis qui peuvent être faits avec tous ces termes. Pour revenir sur le biosourcé, alors malheureusement aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de réglementation euh, qui permette de, comment dire, euh, d'infirmer le biosourcé
c'est ça, c'est tant de pourcents, etc. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a un certain nombre de labels qui émergent et qui garantissent un certain taux de recyclé. Donc très souvent, ça utilise des méthodes qui vont évaluer euh, le pourcentage massique, par exemple, de biomasse dans le produit. Mais donc malheureusement, aujourd'hui, attention, enfin, les communications vis-à-vis du biosourcé peuvent être parfois pas très claires et pas très précises. Pour finir sur les notions du biosourcé. Alors, le biosourcé va s'opposer à l'utilisation des ressources fossiles comme le pétrole. Et donc, souvent, on va percevoir cette utilisation de la biomasse comme étant moins impactant environnementalement. Alors, ce qui est vrai, c'est que effectivement, en général, quand on consomme des produits issus de la biomasse, il y a eu une captation de CO2. Là-dessus, OK. Par contre, il faut faire attention parce que au cours du cycle de vie de votre produit, de votre matière, il peut y avoir des transferts de pollution, il peut y avoir des impossibilités, par exemple, de fin de vie vertueuse. Donc, certes, le biosourcé a bien évidemment ses avantages, etc. Mais il n'empêche qu'il faut quand même faire l'exercice et vérifier à chaque fois que lorsqu'on utilise une matière biosourcée, que sur tout le cycle de vie, on ait bien un impact environnemental global qui soit diminué. Et je vais en finir avec les définitions et autres, mais on va parler par la suite de recyclage. Alors, je pense que tout le monde connaissait le recyclage, on va dire, enfin, jusqu'à il y a une dizaine, vingtaine d'années. Le recyclage des matières en général, c'était principalement du recyclage mécanique, c'est-à-dire qu'on prend de la matière. Alors, je schématise, parce qu'il y a plein de systèmes, mais on la prend, on la broie, on en refait quelque chose d'autre. Typiquement, avec le polyuréthane, ça fait déjà un certain nombre d'années où on peut collecter donc le polyuréthane, le broyer, c'est broyé, on ajoute un liant et on va reconstituer un bloc de polyuréthane qui sera donc recyclé. De plus en plus, aujourd'hui, alors pas seulement pour le polyuréthane, mais de façon générale pour toutes les matières plastiques, il y a ce qu'on appelle le recyclage chimique, pour faire très simple. Tout simplement, en fait, on va collecter ces matières plastiques et on va les mettre dans des réacteurs spéciaux qui vont créer une dépolymérisation. En gros, schématiquement, pour ceux qui ne voient pas, comprennent bien, votre matière plastique, il faut imaginer que c'est un amalgame de colliers de perles qui vont composer donc cette matière plastique. La dépolymérisation, c'est tout simplement prendre, alors je dis tout simplement, c'est bien plus complexe que ça, mais de façon synthétisée, ces colliers de perles, on va redécouper et on va séparer toutes ces perles du collier. Et là, bah, ces perles, on va pouvoir les réutiliser pour resynthétiser de la matière plastique et la réutiliser dans des applications. Donc, on abordera des exemples, notamment de ces deux pistes, mais c'est, je pense, important de garder ça en tête. Alors, cette partie introduction terminée, je vous propose de passer sur les avancées scientifiques. Alors, qui dit avancée scientifique dit formule chimique. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas du tout la chimie, rassurez-vous, ça va pas durer très longtemps et surtout, on va pas rentrer dans le détail chimique de ce qui se passe, mais là, juste pour schématiser, donc, avec des formules chimiques, les polyuréthanes, voie classique, en gros, on a deux composants, pour faire simple, qui vont donner du polyuréthane. Aujourd'hui, donc, il y a un certain nombre de voies alternatives qui sont creusées. Notamment, l'une des pistes d'ailleurs aujourd'hui les plus commercialisées, c'est l'utilisation donc de polyols, mais cette fois biosourcés. On garde par contre une partie provenant encore du pétrole. Une autre voie, une autre grande voie, c'est alors les NIPU, c'est les non-isocyanates polyuréthane. Donc en gros, vous vous rappelez, les isocyanates, produits chimiques qui posent un certain nombre de problématiques. Et donc bah, l'idée, c'est de s'en affranchir et d'obtenir quand même une sorte de polyuréthane à la fin. Alors, nous avons synthétisé un certain nombre de recherches, donc c'est pas du tout un tableau qui va être exhaustif, mais qui va reprendre, on essaie
de prendre les plus grandes pistes qui se trouvent aujourd'hui dans la littérature. Donc, au niveau des pistes de solutions, nous avons l'utilisation de la lignine. Bon, alors la lignine, l'avantage, donc c'est biosourcé et c'est l'une des molécules biosourcées les plus présentes sur Terre. Ça, c'est quand même très intéressant. Et notamment, donc là, les travaux que l'on a pu trouver proposent par exemple des mousses qui peuvent aller de 30 à 95 kilos par mètre cube. Donc, pour des applications en ameublement, ça, très intéressant. Alors, bien évidemment, on a simplifié, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'autres paramètres, bien évidemment, d'autres propriétés de la mousse qui peuvent la rendre utilisable, notamment dans nos secteurs ameublement. On les a mis de côté, mais bien évidemment, ces paramètres sont pris en compte. Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que donc, pour les utilisations de la lignine, alors en général qui est modifiée, euh, il y a quand même un grand nombre de travaux académiques et industriels qui sont faits. Et aujourd'hui, on est très souvent sur des mises à l'échelle, c'est-à-dire que les résultats labos sont concluants. Après, il y a toujours le challenge de passer à une échelle industrielle. On verra également plus en détail certaines solutions donc, sur les NIPU. Donc là, pareil, au niveau densité, c'est très intéressant. On peut aller en certains cas, 30 jusqu'à 170 kilos par mètre cube. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir quand même un certain nombre de thèses, d'articles ces dernières années. L'industrialisation aujourd'hui reste limitée, mais en tout cas, il y a beaucoup de brevets qui ont été déposés et beaucoup de travail qui sont faits là-dessus. D'autres pistes, donc on parlait juste avant des polyols biosourcés, donc notamment dans la littérature, en tout cas, on va retrouver beaucoup de travaux sur les polyols issus du soja, donc avec, en tout cas, bon là sur le grand paramètre densité, on retrouve des densités qui sont très intéressantes pour nos applications, et surtout, on a une maturité très élevée. D'ailleurs, on pourra vous présenter certains matériaux qui sont déjà commercialisés. Dernière piste qui existe sont les mousses hybrides, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie mousse, effectivement, mais une charge qui peut être à base de biochar, de fibres naturelles, de charge lignocellulosique. Et là, on va pouvoir avoir des résultats alors très variables, en tout cas des applications potentielles dans les applications ameublement. Et on peut voir qu'effectivement, dans comment dire, les résultats, on voit qu'ils arrivent à faire jouer quand même certains paramètres, par exemple conductivité thermique, l'absorption, la durabilité, avec par contre son lot quand même d'inconvénients, on va dire, des problèmes éventuellement d'homogénéité, d'abrasivité, etc. En tout cas, un certain nombre de pistes qui sont très prometteuses. Et alors, hop, je vous propose, alors rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'article scientifique, juste pour montrer effectivement, là par exemple, une conception de polyuréthane sans isocyanate, et le tout 100% biosourcé, que ce soit les polyols, les amines qui ont été utilisés. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir des densités, par exemple, qui vont de 55 à 190 kg par mètre cube, donc ce qui reste très intéressant pour nos applications. Je vais passer rapidement, rassurez-vous, sur les formules chimiques. Autre article scientifique très intéressant, là, l'utilisation d'un procédé qui va permettre, notamment par exemple l'agent moussant, d'être généré intrinsèquement dans la réaction. Et d'obtenir aussi, en fonction des catalyseurs qui sont utilisés, des mousses avec différents types de mousses. Donc encore une fois, c'est vrai que cette importance de ces différents ingrédients pour réaliser ces mousses. Là, autres travaux intéressants, on va retrouver d'ailleurs bah, l'utilisation d'huile de soja. Là, sur ces travaux, on reste aussi sur une composition 100% biosourcée. Et en tout cas, les conclusions de l'article montraient que effectivement, ces mousses peuvent être tout à fait envisageables dans des applications, par exemple de matelas ou de rembourrage de chaise dans l'automobile. Alors, effectivement, là, l'intérêt, je vous présente notamment ces articles et un très court résumé.
L'idée derrière tout ça aussi, c'est de permettre de prendre conscience euh, qu'il y a un grand nombre de sources biosourcées, donc un très grand nombre d'ingrédients de base pour pouvoir formuler tout ça. Et surtout, là, par exemple, disait dans cet article, ils ont utilisé une réaction originale, donc la réaction Asa-Michael. L'idée, c'est de se dire, bah, avant, on avait le pétrole, et on avait globalement, en tout cas depuis un certain nombre de temps, des choses relativement figées qui marchent, on sait comment ça se passe. Là, aujourd'hui, on va varier les sources de nos ingrédients. Euh, on va utiliser des procédés, des réactions chimiques qui peuvent être très diverses, très variées. Et donc, bah, on est aujourd'hui effectivement pas dans le flou, mais on a ouvert quand même énormément les possibilités, mais il va falloir effectivement caractériser, évaluer toutes ces pistes. Et donc ça crée, bah, il faut du temps. Et donc malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas avoir comme certains souhaiteraient, que j'entends soit dans les médias ou autres, il n'y a qu'à utiliser des écomatériaux. Le problème, c'est que écomatériaux, bon, déjà, c'est une notion un peu particulière. Et puis, c'est surtout que bah, pour les obtenir aujourd'hui, il faut avoir conscience quand même de tout le travail qu'il y a derrière. Donc là, ne serait-ce que déjà à l'échelle laboratoire. Je reviendrai sur les autres aspects au niveau industriel. Et juste pour finir, promis, dernière page chimique, des travaux donc en plusieurs salles. Donc l'université de Clemson aux États-Unis qui a ces dernières années publié différents travaux, alors toujours sur l'utilisation, enfin sur la formulation de mousse sans isocyanate, le tout 100% biosourcé et à base de lignine. Et c'est vrai que comme je dis, la lignine, quand même, c'est quelque chose de très abondant. Donc, ce serait intéressant de pouvoir l'utiliser. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à obtenir, notamment, donc on est bien dans des laboratoires, là, des densités entre 70 kilos par mètre cube. Donc, effectivement, pour certaines applications ameublement, c'est peut-être un petit peu élevé. Euh, mais par contre, donc, ils ont réussi à obtenir ces mousses. Et encore un rappel, ce sont vraiment que les prémices de ces recherches. Donc, quand même déjà très encourageant. Et je vous parlais tout à l'heure, effectivement, bah, les impacts environnementaux d'une matière dans son produit. Il y a certes, effectivement, d'où vient la matière, comment elle est fabriquée, et donc les impacts liés à ça. Donc, on connaît pour le pétrole. Là, on se dit, bon, bah, c'est plutôt très intéressant. On arrive à avoir du 100% biosourcé. Mais qu'en est-il à la fin de vie de ce produit? Et c'est là où ils ont poussé les recherches sur leurs travaux de ces mousselins. Et ils ont pu montrer que cette mousse-là, en tout cas, était recyclable. Donc, recyclage dit chimique, entre guillemets, donc c'est une hydrolyse, donc à partir de l'eau, sous haute pression, et ils arrivaient à dépolymériser la mousse et de pouvoir en refabriquer. Donc, en tout cas, ce sont des travaux qui sont quand même très encourageants, car ils vont se positionner sur vraiment l'amont, la fabrication de la mousse, mais aussi l'aval avec le devenir de cette mousse. Très rapidement, au niveau des brevets, l'équipe a surveillé un petit peu les avancées. Donc, bien évidemment, dans les déposants de brevets, on va retrouver les très grandes entreprises dont on parlait tout à l'heure, Dow, Covestro, BSF. Et ce qu'on va voir, donc je vous passe le détail, mais donc juste pour vous dire qu'effectivement, ce que l'on peut constater au niveau des avancées scientifiques, j'entends les articles scientifiques, les travaux en laboratoire, etc., on va constater aussi également une augmentation des dépôts de brevets sur toutes ces problématiques autour notamment des mousses polyuréthanes, notamment alors fabrication de mousse sans isocyanate et en plus avec des polyols biosourcés, euh, le recyclage euh, du polyuréthane, enfin notamment des polyols, mais aussi des avancées donc sur la récupération de l'autre composant, parce que les polyols biosourcés, ça fait déjà quelques années qu'il y a eu des travaux dessus et on a même pu commercialiser. Et sur l'isocyanate, ça reste assez nouveau. Et je vous propose de passer aux solutions commerciales. Alors, je vous fais encore peut-être un petit peu attendre. Je vais commencer par les solutions hors ameublement, parce que la veille apportée sur les mousses, on ne s'est pas arrêté que aux produits purement ameublement. Juste pour info, ça appuiera également mon discours au début sur le biosourcé.
Donc cette mousse que je vous présente là donc, est une mousse à port fermé qui est composée de polyéthylène réticulé. Alors à savoir, ce polyéthylène, il est biosourcé. Alors en fonction, ils ont différentes gammes, ça peut être 20 à 50%, 50-85 au-delà. Donc on reste effectivement là sur, je vous rappelais, donc on parle d'une mousse biosourcée, mais donc, qui n'est pas 100% biosourcée. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que, attention, là elle est biosourcée, et je vous disais, faire attention par exemple sur les aspects de biodégradabilité. Alors là, typiquement, le polyéthylène, qu'il soit biosourcé ou non, n'est pas biodégradable. Euh, et en plus, là aujourd'hui, c'est vrai que donc, par exemple, ce fabricant, de toute façon, met bien en avant les propriétés techniques. On a un polyéthylène réticulé, ce qui veut dire déjà ça limite aujourd'hui les possibilités de recyclage, mais ça permet d'avoir des mousses euh, hautement techniques. Alors souvent dans des industries lourdes, même l'automobile ou la santé. On peut le retrouver aussi, notamment pour des tapis ou des matelas dans le sport. Mais en tout cas, donc voilà, il existe donc bien évidemment, ce que je vous présente, c'est pas une veille exhaustive de tout ce qui existe. Il existe un certain nombre d'autres acteurs qui proposent des solutions similaires. Mais donc voilà, il existe en tout cas polyéthylène réticulé qui est biosourcé. Je vais passer rapidement sur quelques exemples. Là, on s'éloigne effectivement de nos applications, mais dans tout ce qui va être emballage. Donc ça, sur l'emballage, vous avez peut-être suivi nos travaux passés webinaires. Il existe effectivement des solutions. Alors là, du PLA expansé. Donc PLA qui, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est l'acide polylactique. C'est une matière plastique qu'on va principalement obtenir à partir des grains de maïs aujourd'hui, donc des sucres qui sont contenus dedans. Et donc, on va pouvoir obtenir des mousses, notamment par exemple en remplacement du polystyrène expansé. Alors par contre, ça reste une mousse expansée avec les problématiques que ça lie. Et notamment, j'attire votre attention, c'est vrai que très souvent, même si normalement les choses devraient changer aujourd'hui, effectivement, théoriquement, le PLA est biodégradable. Par contre, il faut bien préciser dans quelles conditions. Très souvent, ce ne sont que dans des installations industrielles. Mais donc, voilà, attention aussi à tous les effets qui peuvent y avoir derrière le marketing, savoir effectivement de quoi il s'agit. Mais par contre, d'un point de vue pratique, solution qui est tout à fait viable. Petit clin d'œil, je passe rapidement, mais forcément, dans la veille que l'on a faite, on est tombé sur le mycélium. Ça, je pense que vous en avez certainement entendu parler ces dernières années. Le mycélium, un petit peu à toutes les sauces, là. Nous avons affaire à donc une mousse 100% mycélium. Malheureusement, il n'y a pas de données techniques disponibles. Enfin, en tout cas, on n'a pas pu en avoir sur ces mousses. Et aujourd'hui, la seule application euh, commercialisée connue, donc c'est un bouchon d'oreille. Donc c'est vrai qu'on est assez loin de nos applications, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Assez rapidement sur l'emballage. Alors, mousse, là en tout cas, cellulose moulée à froid, donc une entreprise avec une entreprise française. Donc beaucoup de recherches ont été faites sur les solutions pour s'affranchir notamment du polystyrène expansé. Et donc ce matériau, similaire à une mousse, a un certain nombre de vertus. En tout cas, déjà, il est moulé à froid. Euh, et tout le process qui est utilisé permet d'obtenir un impact carbone 5 fois moins élevé que celui de la cellulose moulée traditionnelle. Mais surtout, cette mousse, enfin, ces calages-là, ont, comment dire, euh, ont montré qu'ils étaient compatibles avec l'emballage de produits dits fragiles, notamment certaines surfaces finies, laquées et autres, qui peuvent être sujettes aux rayures. Et en tout cas, dans une certaine mesure, et pour certains cas, cette mousse, pardon, marche très bien. Donc, si vous ne connaissiez pas, je vous invite à vous renseigner. En dehors de nos frontières, d'autres solutions donc de mousse, toujours là à base de cellulose, qui viennent en remplacement donc, des matières plastiques. Donc là, Womi, assez peu d'informations pour l'instant, c'est une toute petite structure qui vient de se créer à l'étranger. Euh, Aujourd'hui, bon, on se positionne plutôt sur l'emballage, tout ce qui est luxe, dans la mesure où ils n'ont pas encore les capacités de production euh, suffisantes. Et puis, bon, forcément, sur un démarrage, les coûts de production sont assez grands, mais en tout cas,
des produits assez intéressants qui méritent d'être surveillés. Et pour finir sur les produits hors ameublement, Papyra de Stora Enso. Alors, Papyra, c'est un développement qui n'est pas vraiment nouveau. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des communications sur ce matériau, donc qui est une mousse de calage en cellulose et qui promettait des performances très intéressantes. Et aujourd'hui, en tout cas là, ces derniers temps, il y a eu un premier partenariat donc fait avec Novapor, un fabricant allemand d'emballage, et qui a démontré son efficacité, pardon, pour protéger des objets sensibles, comme des miroirs par exemple. Donc, autre exemple d'emballage. Enfin, passons pour les solutions commercialisées en ameublement. Alors oui, je vais vous refaire encore un tout petit peu attendre. Tunera, un produit américain. Alors effectivement, applicable en ameublement, de façon peut-être plus limitée. Donc en fait, il s'agit d'une mousse qui est partiellement biosourcée et qui est composée de latex naturel, d'huile végétale, de minéraux et de liège. Donc aujourd'hui, malheureusement, sans pouvoir avoir accès à des rapports d'essai, en tout cas le fabricant euh, affirme avoir donc des propriétés, notamment d'élongation, de résistance au déchirement, au rebond, etc., qui sont très intéressantes et qui permettraient à cette matière d'être utilisée dans un grand nombre d'applications, bagagerie, tapis de sport, automobile, mais également l'ameublement. Aujourd'hui, principale activité quand même, enfin, principale utilisation de cette matière, c'est plutôt justement sur les semelles de chaussures ou ce type de produit. Donc, on reste peut-être encore un petit peu loin de l'application ameublement. Ah, enfin, on commence la série des matériaux utilisables en ameublement. Alors là, notamment pour les matelas. Donc, le produit donc Terra par Olmo, un fabricant italien de mousse, propose donc une mousse biosourcée à partir de polyol issu d'huile végétale. Donc avec des densités qui sont de 27 et 35 kg par mètre cube. Euh, donc comme bien souvent aussi, aujourd'hui, on ne va pas forcément avoir accès à plus d'informations, notamment sur la teneur en biosourcé, ni quel procédé, etc. qu'il y a derrière, mais en tout cas, une mousse qui est commercialisée pour le matelas et qui est biosourcée. Autre fabricant italien, Vefer, qui propose, alors désolé dans ma slide, j'aurais dû commencer par le bas, je vous invite à regarder sur le bas de la slide, donc le produit BioGreen Up. Donc là, ce fabricant italien donc, propose une mousse donc, pour application matelas, une mousse PU qui contient pour le coup 100% de polyol biosourcé. Euh, alors, bien évidemment, euh, là on parle donc 100% de polyol biosourcé, c'est super. Il faut quand même garder en tête aussi, pour ceux qui recherchent, on va dire, le maximum de diminution d'impact environnementaux. Donc là, il n'y a que les polyols qui sont biosourcés. Il reste quand même un certain nombre de produits dedans qui ne le sont pas. Non pas que ce soit mal, mais c'est juste actuellement, euh, il y a encore de la marge. Ensuite, qui nous vient du Canada, Evoco, donc qui propose une mousse polyuréthane qui précise à base polyester, qui peut être biosourcée jusqu'à 85%. Donc c'est-à-dire vraiment l'ensemble de la mousse qui peut être biosourcée jusqu'à 85% et jusqu'à 100% de polyol biosourcé. L'entreprise précise qu'elle utilise notamment donc, les rafles de maïs, donc vraiment le cœur du maïs qui n'est pas destiné ni à la consommation humaine ni pour les animaux. Ce qui est plutôt, entre guillemets, malin, intéressant, c'est que effectivement en Nord-Amérique, l'industrie du maïs est quand même très grande. Et donc ils utilisent ces molécules pour faire leur mousse. Aujourd'hui, par contre, encore une fois, leur principale activité avec leur mousse, c'est les semelles de chaussures. Par contre, ils précisent effectivement que à partir de leur mousse, ils sont capables de formuler des mousses qui ont d'autres applications, notamment l'automobile, l'ameublement, le packaging, les articles de sport. Alors, autre produit donc origine du groupe Vita.
donc qui est une mousse polyuréthane, donc qui est biosourcée à partir, cette fois, donc principalement de sources des polyols dérivés du soja ou de l'huile de ricin. Euh, Là, de la même façon, pas forcément en tout cas dans l'accès libre, d'informations particulières sur la teneur en biosourcé. En fait, ce qu'il faut voir, c'est, je vous rappelais tout à l'heure, que en fonction des ingrédients qu'on va avoir pour fabriquer la mousse, on peut avoir des ingrédients biosourcés de différentes natures, des procédés différents, etc. Et il y a au-delà, et pour passer à l'échelle industrielle, il y a d'autres problématiques, c'est que les procédés aujourd'hui pour fabriquer la mousse, pour la transformer, sont des procédés qui ont été mis en place pour les mousses à partir de pétrole. Et donc aujourd'hui, effectivement, pour obtenir des mousses qui ont exactement les mêmes propriétés que nos mousses issues du pétrole, eh bien, en tout cas aujourd'hui, on est encore obligé comment dire, de faire varier le mix et on ne peut pas forcément utiliser tout le temps 100% de polyol ou 100% de biosourcé. Et donc, tout ça, c'est un travail effectivement au-delà des travaux de recherche en laboratoire, bah, toute la mise à l'échelle industrielle, la production, tout ça, ce sont des travaux aussi également de développement. Et ce qui explique aussi pourquoi un grand nombre aussi de fabricants de mousse vont pas forcément préciser un taux fixe de biosourcé dans leur matière, mais en fonction de la mousse en particulier que l'on souhaite, le mix matière va devoir évoluer un petit peu. Une curiosité, pour finir, donc, Agopren, donc, qui nous vient de Norvège. Donc, c'est une matière qui, en réalité, est fabriquée à partir d'algues brunes de Norvège et de déchets. Donc, des déchets notamment minéraux qui sont issus de carapaces de crabe, par exemple, également des résidus de l'industrie papetière. Donc, le fabricant nous précise qu'effectivement, le produit, il n'y a aucun composant issu de la pétrochimie. En plus, bon, ils utilisent 90% d'énergie renouvelable. Un produit, entre guillemets, on va dire sur son étape de fabrication, de création, on va dire limite a priori fortement ses impacts environnementaux. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces mousses, donc là, on l'a pris en photo, donc pour vous rendre compte, ça doit faire à peu près 2-3 cm d'épaisseur. Donc effectivement, bon, on est loin d'une âme de matelas, par exemple. Par contre, aujourd'hui, ils ont un certain nombre d'applications en ameublement, notamment des mousses d'assises ou d'accotoirs. Et l'entreprise, en tout cas, est ouverte à explorer d'autres applications à partir de cette matière. En tout cas, c'est vrai une initiative assez intéressante. Je vous le disais, effectivement, donc le sujet, effectivement, les mousses biosourcées, là, effectivement, on s'attaque sur le biosourcé, plutôt la partie vraiment donc, amont, la création de la matière. Par contre, effectivement, ne pas perdre de vue que à l'autre bout du cycle, il va y avoir les fins de vie différentes et qu'aujourd'hui, alors même si on ne va pas forcément parler de biosourcé, il existe des solutions qui permettent de limiter en tout cas les impacts environnementaux qui sont à base de recyclés. Donc la mousse Telma du fabricant Seconde Lie, donc là c'est un développement qui a plus de 10 ans, et donc un produit qui est bien commercialisé, qui est bien qualifié, etc. Et donc qui est issu donc du recyclage ici mécanique des mousses polyuréthanes issues d'ailleurs de matelas en fin de vie et autres. Au passage, effectivement, à repréciser sur l'analyse de cycle de vie qui a été réalisée sur cette matière, on arrive quand même à des scores assez intéressants. Par exemple, l'impact carbone qui est 4 fois inférieur aux mousses PU vierges. Donc, ce qui est quand même vraiment assez intéressant. Il existe d'autres acteurs, donc là ce n'est qu'un exemple, il en existe d'autres acteurs à l'étranger, donc ici Fédéral Ecofoam qui est belge, qui propose également donc le recyclage mécanique de mousse polyuréthane, latex, et propose une très large gamme comment dire, de matières différentes avec des propriétés, notamment par exemple des densités allant de 80 à 320 kg par mètre cube. Euh, Aujourd'hui, effectivement, même si dans les applications, on va dire, principales, on va retrouver par exemple des matelas de sport, ce genre de choses, toutes ces entreprises euh,
annonce pouvoir justement travailler aussi sur d'autres applications pour l'ameublement. Au niveau recyclage, retour sur le groupe Vita et les mousses Orbis. Alors, j'ai fait une sélection. Il existe d'autres gammes de mousses Orbis, mais en tout cas, une donc qui date d'il y a en tout cas quelques années, dans mes souvenirs juste un peu avant le Covid, euh, la mousse Orbis, on va dire. Juste Orbis, qui est donc issu d'un projet qui était très intéressant, donc d'eau Écomaison, qui ont monté tout un programme pour pouvoir récupérer donc les matelas en fin de vie, les recycler chimiquement, donc par en plus une entreprise en France, Orion Chemical, et qui après est comment dire, retransformé en mousse polyuréthane par Ecoa en France aussi. Et donc, on avait des exemples des premières mousses, en tout cas, contenant des polyols recyclés. Donc, justement, au tout début de cette mousse, les taux étaient relativement modestes, on va dire, de polyols recyclés. Et petit à petit, justement, avec les travaux, les efforts de travaux euh, au niveau industriel, les taux ont pu augmenter. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont proposé d'autres versions. Donc là, notamment Orbis Plus, qui est une version avec des polyols biosourcés en combinaison avec des polyols recyclés. Ne pas oublier, effectivement, c'est vrai que euh, toutes ces solutions que je vous présente ne sont pas forcément en concurrence, mais plutôt se complètent. Et effectivement, c'est une bonne chose. Donc, Orbis, Groupe Vita n'est pas le seul à combiner des polyols biosourcés et des polyols recyclés, mais c'est vrai que c'est une très bonne chose de varier, de mixer un petit peu les solutions disponibles. Et enfin, en tout cas, une annonce qui a été faite cette année, donc en 2025, Orbis Ultra, qui là, pour le coup, incorpore jusqu'à 100% de polyol recyclé et jusqu'à 100% d'isocyanate recyclé, donc le deuxième composant. Alors, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même très nouveau tout ça et c'est très compliqué d'obtenir une mousse, la mousse globale, à 100%, soit de biosourcés, de recyclés, etc. Par contre, cette mousse, là, au global, elle est composée jusqu'à 95% de matière recyclée. Euh, les analyses de cycle de vie qui ont été réalisées par le groupe Vita montrent un impact carbone de cette mousse qui serait diminué de 70% par rapport aux mousses traditionnelles. Donc on voit là vraiment des avancées qui sont vraiment très intéressantes. Euh, Autre acteur, Névéon, qui propose donc une mousse de matelas comportant là aussi des polyols recyclés, donc à hauteur 80%. Donc là, c'est finalement, alors pour schématiser, mais un petit peu la même démarche qui a été entreprise en France pour le recyclage chimique des matelas en fin de vie. Donc là, les travaux sont plutôt basés en Europe, et donc ils arrivent à comment dire, à des résultats similaires, même si aujourd'hui, en tout cas à notre connaissance, donc la solution n'est pas encore commercialisée vraiment à grande échelle, mais en tout cas, ça ne saurait tarder. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, certes, nous avons des solutions qui ont été mises en place en France, mais un petit peu partout en Europe aussi, ça se déploie. Et pour finir sur les solutions commercialisées, là, on part sur d'autres types, on va dire, de recyclage. Donc, Carpenter qui propose Capua, donc une mousse. Euh, Là, cette fois, c'est du recyclage, entre guillemets, du CO2. C'est-à-dire que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a des travaux de recherche sur le sujet, capter du CO2 et s'en servir pour créer euh, des ingrédients pour faire des formulations. Et là, ici, sur cette technologie, donc, en fait, le CO2 capturé permettait d'obtenir des polyols. Par contre, c'est vrai que même dans la littérature, euh, à l'heure actuelle, l'état des recherches fait que très souvent, euh, il est compliqué d'incorporer plus que 15, 20, 30% de polyols issus du CO2 dans les formulations. Mais en tout cas, c'est une piste très intéressante. Je vais finir sur deux solutions en cours de développement.
Donc avec nos homologues du Centre technique du papier, donc il y a des travaux qui ont été effectués ces dernières années sur les mousses lignocellulosiques. Donc encore effectivement, on rappelle, c'est vrai que l'intérêt notamment de la lignine, c'est qu'elle est présente très abondamment sur Terre et donc c'est vrai que, et bien sûr biosourcée, donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir essayer de l'utiliser et donc ils ont développé des matériaux très poreux composés donc d'air et de fibres et là où c'est intéressant, c'est qu'ils arrivent à obtenir différentes densités, résistance à la compression, notamment par exemple entre 10 et 100 kilos par mètre cube. Donc malheureusement, effectivement, ces produits sont hydrophiles à l'origine, mais il existe quand même des solutions pour éviter euh, comment dire, ces problèmes liés à l'eau. Et aujourd'hui, donc, ils ont travaillé, donc c'est vraiment à l'échelle laboratoire. Euh, Ils ont essayé de pousser vraiment sur le processus de fabrication et qu'il soit plus industriel, plus à l'échelle industrielle. Et donc aujourd'hui, les travaux se poursuivent pour justement réussir à passer ce cap et réussir à produire cette mousse de façon industrielle et bien évidemment dans des coûts raisonnables. Et pour finir sur les solutions existantes, alors là toujours en cours de développement, donc c'est relativement récent, ça fait à peine quelques années que la société, donc cette start-up a été créée, donc une start-up française qui se base donc sur des travaux de recherche qui ont été faits sur le latex de gouailleul. Alors, qu'est-ce que la gouailleul? Donc, petite photo, donc c'est une plante originaire du Mexique, donc plante qui normalement aime plutôt les climats assez arides. Et en fait, en France, elle pousse sans problème maintenant sur des terres pauvres, comme des friches agricoles, industrielles, etc. Et l'idée, c'est que bah, cette plante produit un latex. Et donc, l'un des avantages de l'utilisation de cette plante serait que l'extraction de ce latex ne nécessiterait que de l'eau et non un certain nombre de produits chimiques pour le latex de l'EVA notamment. Donc ça, c'est assez intéressant. En plus, ils se sont aperçus que les molécules obtenues étaient de bien meilleure qualité et on obtenait un latex bien plus performant. Et cerise sur le gâteau, le latex de Granule, apparemment, est hypoallergénique, contrairement au latex de l'EVA. Ce qui veut dire que, alors ça reste forcément très potentiel tout ça, mais en tout cas, un très grand nombre d'avantages et surtout aussi, là donc c'est une startup qui est basée vers Le Mans, mais l'idée serait de réussir à pouvoir produire en France, ou peut-être même à l'échelle européenne, mais un latex qui n'a pas voyagé à travers le monde. Donc voilà pour les différentes présentations des solutions. Pour conclure, aujourd'hui, heureusement, donc il existe, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de solutions commerciales qui sont existantes, notamment pour les produits dans l'ameublement. Alors, solutions existantes biosourcées, mais également recyclées, qui permettent donc de limiter nos impacts environnementaux. Au niveau des recherches, laboratoires scientifiques et des développements en cours, il y a quand même des pistes qui sont vraiment très prometteuses, même si effectivement il y a un certain nombre de leviers euh, qu'il va falloir dépasser pour pouvoir arriver à une production commerciale. Et globalement, on voit quand même à travers cette veille, donc ces dernières années, il y a quand même une forte augmentation des publications scientifiques, des brevets, des travaux en cours et aussi, donc, comme je disais, des commercialisations de produits. Donc ça, c'est quand même plutôt très encourageant. Et pour conclure, juste ouvrir un petit peu le champ, c'est vrai que l'une des motivations de cette veille, c'était les aspects environnementaux liés à l'utilisation de ces mousses. Là, effectivement, on vous présente, on va dire, des solutions qui existent ou qui pourraient arriver par rapport à la matière qu'on va utiliser dans les produits. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de choses encore à faire pour améliorer nos impacts environnementaux, notamment en termes de conception des produits. Euh, Par exemple, notamment, c'est l'une des problématiques souvent, c'est le démantèlement des matelas, séparer les différentes matières, mais également, effectivement, la gestion des fins de vie, augmenter les capacités de recyclage, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté